What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Les ventes de Tesla baissent pour la première fois en 24 mois. La nouvelle Tesla Model 3 Ludicrous dévoilée sans maquillage. En France, le leasing social sauve la voiture électrique. Un carnet de commandes plein jusqu'à 2025 pour la Xiaomi SU7. Une voiture électrique sur 4 vendue en Europe en 2024 sera électrique, oui, 1 sur 4. Et enfin, on fera le point sur les particules fines et sur le mode régénératif des voitures électriques. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview du cofondateur d'une start-up spécialisée dans le financement des flottes de véhicules utilitaires électriques pour les entreprises. Nous retrouverons également l'essai de la semaine, celui du Porsche Taycan 4S, nouvelle version. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 111 du 6 avril 2024. Avec aujourd'hui une équipe au grand complet pour commenter l'actualité, jugez plutôt. Christophe Debonne, fondateur de L'Affuve, Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV, Charles Rivoire de WeLike et de la chaîne YouTube du même nom, Johan Dossal de Clicky Conseil et enfin Sébastien Gall de Green Mobility Solutions, ce qui, avouez-le, fait du beau monde. Cet épisode bénéficie du soutien de cartegrise.com, une référence dans le domaine des démarches liées à la carte grise depuis plus de 15 ans. Vous connaissez probablement les tracas administratifs liés à l'obtention d'une carte grise, On sait que ce n'est pas toujours très simple. Eh bien, cartegrise.com simplifie cette démarche pour vous. En utilisant leur service en ligne, vous pouvez effectuer votre demande rapidement et en toute simplicité. Ils sont agréés par l'État et promettent de traiter votre demande en moins de 24 heures. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte grise chez vous en seulement 2 à 3 jours. Donc si vous vous trouvez dans la situation parfois compliquée de devoir mettre à jour votre carte grise, pensez à cartegrise.com, ils sont là pour vous simplifier la vie sans tracas inutiles, un partenaire fiable pour toutes les démarches liées à la carte grise. Et un grand merci à eux pour leur soutien à notre émission. L'actu de la semaine. Bonjour messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous retrouver cette fois au complet pour dérouler et commenter les faits marquants de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Allez, on commence tout de suite. Une inattendue baisse des ventes chez Tesla au premier trimestre, Jean-Christophe ? Eh bien oui, baisse. Alors, j'ai vu des articles passer comme quoi c'était un peu la fin du monde pour Tesla et tout. Ils avaient prévu 430 000 ventes sur le premier trimestre, ils en ont fait 390. Ça fait un peu moins de 10% en dessous des prévisions, je trouve. Enfin, ok, ça fait 8,74% exactement. Voilà, c'est pas une dinguerie quoi. Donc alors Tesla dit que c'est dû en partie, donc bon, il y a eu l'incendie à Berlin et il y a aussi le problème en mer Rouge actuellement qui fait que les bateaux sont obligés de contourner, etc. Et ça crée des problèmes. Néanmoins, on peut quand même signaler que ça soit en France où il y a l'arrêt du bonus sur la Model 3, que ce soit en Allemagne, en Chine où c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a une concurrence quand même de plus en plus accrue avec les et on va en reparler tout à l'heure. Il y a des modèles qui arrivent qui sont vraiment incroyables et moins chers que Tesla. Et puis moi je voudrais juste dire un truc, c'est que quand même Tesla, elle a une des gammes les plus vieilles du marché. Je regardais, la Model S a 12 ans, la X8, la Model 3 a 8 ans et la Y5. Alors certes, il y a eu des restylings, mais c'est quand même pas, enfin, entre une nouvelle Model 3 et une ancienne Model 3, c'est quand même pas une nouvelle voiture, on va dire. Non. Donc c'est quand même bon, ça, voilà quoi. Je pense que Tesla est rentré dans les mœurs. Tesla, c'est plus le truc complètement dingue que voilà, on en voit partout. Moi, je comprends que ça se tasse un petit peu, mais je trouve pas ça très alarmant non plus, quoi. Surtout qu'on a l'impression qu'en ce moment le monde et le monde de l'électrique vit une petite stagnation, un petit effet de palier, un petit effet de palier. Ouais, enfin moi j'ai pas peur pour Tesla, mais voilà, bon. Alors les chiffres en fait précisément c'est les chiffres du premier trimestre 2024 et donc en fait la baisse des ventes est de 8,74% très précisément par rapport au premier trimestre 2023, donc c'est une petite baisse, effectivement elle est quand même pas monstrueuse, mais on sait de toute façon que dans le monde économique et industriel même 1% c'est déjà vu comme très alarmiste. Dès qu'on n'a plus de croissance, toutes les sonnettes d'alarme sont tirées, ce qui peut paraître tout à fait légitime. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est
que c'est aussi une baisse des ventes par rapport à la production. C'est-à-dire que Tesla a produit, je crois, 430 000 voitures pendant ce trimestre et n'en a vendu que 386 000, ce qui fait une baisse par rapport à la production, ou un déficit de vente par rapport à la production, plus exactement, de 10,23%. Et comme on a été habitué à une très forte croissance de Tesla depuis des années, évidemment, ils sont sous l'œil des observateurs. Puis bon, on se souvient quand même qu'il y a 10 ans, on dit même pas 10 ans, avant le lancement de la Model 3, et même au début du lancement de la Model 3, avec l'enfer de la production, selon les mots d'Elon Musk, l'entreprise paraissait assez mal partie. On parlait même de faillite, etc. Donc là, on a un petit peu tous les sonneurs d'apocalypse qui rappliquent en disant, vous voyez, on avait raison, avec 10 ans de retard, hein, mais on avait raison, Tesla se porte pas si bien que ça, etc. Donc effectivement, voilà, il y a un effet loop, c'est très amplifié, mais enfin bon, c'est quand même intéressant. Alors quand tu parles de l'ancienneté des voitures, certes, c'est des voitures qui commencent à dater sérieusement, une gamme qui date. La grosse différence avec d'autres marques, c'est des voitures qui, même si elles sont anciennes, ne sont pas obsolètes puisqu'elles sont mises à jour régulièrement. Et puis alors peut-être sur la Model Y, tu dis 5 ans, j'aurais plutôt dit 3 ans, moi, sur le marché français, parce que je me souviens avoir essayé les premières Model Y qui arrivaient en octobre 2022 en France. Elles étaient commercialisées depuis l'été 2022, si je me souviens bien, ou alors non, l'été 2021, ça doit faire 3 ans, ouais, c'est ça, 3 ans et demi en gros. Oui, ça fera 4 ans cet été. Mais c'est pas ça. Okay. C'est pas la première fois que je suis pas très précis. Non, mais c'est pas le problème, c'est que même effectivement la Model Y, qui est la voiture aujourd'hui encore, ou qui a été pendant quelque temps la voiture la plus vendue dans le monde, c'est fortement banalisé. Et d'ailleurs, j'ai lu un article assez amusant sur le sujet, sur le syndrome de la Tesla blanche. Je sais pas si vous avez vu ça, où on a l'impression que quand on voit une Tesla blanche, on en voit partout après. Christophe? Il est formidable, JC, il a presque tout dit. Non, je pense qu'il y a effectivement, il y a rien d'alarmant pour moi. C'était presque prévisible, je pense. Quelque chose qui a pas été noté, c'est l'éventuel restylage du modèle Y, qui pourrait aussi expliquer que certains attendent avant de passer commande, pour pas se retrouver avec un modèle dépassé dès l'achat pratiquement. C'est un petit peu le cas avec la Model 3 aux États-Unis, non? Je crois pas que la nouvelle. C'est vrai. Il y a ça aussi. Ouais, elle est pas encore vendue aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Donc ça peut aussi expliquer voilà ce recul. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et puis, comme il a été dit, hein, il y a de la concurrence qui arrive. Je pense que le marché va se stabiliser aussi. Il y a eu beaucoup de ventes en 2023 quand même. Hein, donc, on n'est que sur le premier trimestre. Attendons de voir la suite. Oui, alors je rappelle quand même à nos chers auditeurs, que surtout pas nous accuser de faire du déni ou d'être totalement pro Tesla. Et on ne voudrait pas donner l'impression qu'on donne un discours, qu'on distribue un discours comme ça, disant que tout va très bien, Madame la Marquise. On est tout à fait conscient du fait que Tesla va peut-être connaître un tassement dans ses ventes et ne sera plus peut-être le leader qu'il a été. Il y a aussi plein d'autres raisons qui font que les ventes de Tesla peuvent stagner et voire baisser un petit peu. On l'a dit, c'est la concurrence. De toute façon, on l'a toujours dit, on attendait toujours le moment où Tesla allait être un petit peu rattrapé par la concurrence d'une façon ou d'une autre. Alors rattraper, ça veut pas dire devenir has-been. Ça veut dire simplement des concurrents qui se sont mis en ordre de marche, qui ont aussi des moyens, qui ont observé ce que faisait Tesla, qui font des voitures qui sont mieux, qui sont meilleures, qui sont plus efficientes, qui sont peut-être un petit peu mieux finies. L'idée pour les autres constructeurs, c'est pas forcément de faire mieux que Tesla, c'est déjà de faire aussi bien, mais avec leur propre méthode et leur propre historique et surtout leur propre image. Donc on le voit bien, certains réussissent très bien. Alors c'est surtout dans le haut de gamme, mais on voit que Porsche a très bien réussi est en train de très bien réussir son virage vers l'électrique avec des voitures qui coûtent 3 fois plus cher que des Tesla. On voit aussi que BMW fait de très bonnes voitures électriques. Et puis maintenant, le marché va aussi être abordé par le bas avec les voitures d'entrée de gamme, les petites citadines comme la Citroën IC3, la R5, bientôt l'Apollo, pas l'Apollo, la VW Ideal, etc., etc. Donc Tesla va être un petit peu assailli de toutes parts et la forteresse va être vraiment encerclée. Donc l'idée aussi, c'est de dire qu'il est temps qu'ils sortent peut-être un modèle plus abordable et citadin. Et la dernière réflexion que moi je ferais, mais c'est un autre débat, et j'en ai déjà souvent parlé, c'est que est-ce qu'ils se sont pas perdus en route avec ce Cybertruck qui leur a certainement coûté une fortune en R&D, en développement et aujourd'hui en fabrication et en commercialisation,
alors que s'ils avaient concentré toutes leurs forces sur une petite voiture d'entrée de gamme, ils seraient peut-être à nouveau, encore aujourd'hui, les rois du pétrole au royaume de l'électrique. Et puis bien sûr, on peut parler de la suppression des Komodo qui a entraîné Tesla dans une chute inexorable vers le bas. Ouais, c'est vrai. C'est de l'humour, il me semble. Ouais. Oui, ouais, Jean-Christophe. Non, parce qu'on s'y fait, c'est la phrase. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on s'y fait. On s'y fait. On a déjà parlé. Moi, je me suis fait lors de l'essai de la Model S Plaid, je me suis fait assez vite au clignotant, sauf dans certaines situations. Je l'ai déjà dit, il y a certaines situations où c'est compliqué d'aller chercher le clignotant. Mais la plupart du temps, un petit effort intellectuel de se dire voilà, il est plus sur la poignée, mais il est sur le volant, et finalement, on s'habitue assez vite. Heureusement, la nature humaine est quand même capable de s'adapter. On reste chez Tesla avec, on ira assez vite sur le sujet parce que c'est un buzz qui ressurgit maintenant depuis 6 mois et qui commence sérieusement à nous fatiguer. C'est l'hypothétique futur Tesla Model 3 Performance, donc la version très haut de gamme de la Model 3 et très performante comme son nom l'indique, qui a donc disparu du catalogue à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de la Tesla Model 3, puisqu'il n'y a plus que 2 versions maintenant au catalogue. Et évidemment, tous les amateurs de voitures un peu musclées attendent des nouvelles de la nouvelle Model 3 Performance qui commence à pointer le bout de son nez un petit peu régulièrement dans les médias. Et là, on se dit que le lancement est peut-être vraiment imminent ou pas très très loin, puisque la dernière info qu'on a eue, c'est cette soirée privée dans un Tesla Store, une concession Tesla à Malibu en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, où la Tesla Model 3 le D-Cruise, qui serait le nouveau nom de la performance, a été montrée sans camouflage et de façon presque officielle. On voit maintenant vraiment à quoi elle ressemble. On a même vu des photos de l'intérieur. Voilà, donc elle est prête. Elle a l'air prête pour le grand soir. Maintenant, on ne sait pas du tout comment Tesla va la présenter. Est-ce qu'il va y avoir une keynote de Mr. Musk? Est-ce qu'il va y avoir juste une petite vidéo comme ils savent le faire de temps en temps, et puis on va la voir popper, on va la voir apparaître dans le configurateur du site Tesla? Alors certains sont impatients, j'en fais partie. Voilà, on attend un petit peu. Bon, c'est une info intéressante parce que ça veut quand même aussi dire que Tesla ne lâche pas le côté performant, et puis ça fera une voiture de plus, une voiture entre guillemets de sport, ou en tout cas une GT de grand tourisme au catalogue des voitures électriques, qui en a à mon avis besoin pour attirer d'autres clients. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelqu'un veut prendre la parole sur le sujet, ou vous vous en foutez complètement? Non, moi je peux juste raconter une anecdote. En fait, il y a donc une des photos de ce truc à Malibu là qui est passé sur internet, et j'ai demandé à Max Fontanier s'il avait des news, et il m'a répondu bah ouais, carrément, j'ai été invité, je l'ai essayé, elle est comme ceci comme cela, elle fait 700 chevaux machin. Il m'a sorti tout un truc, et c'était le 1er avril, il me l'a avoué que le lendemain que c'était faux, et j'étais dégoûté. En revanche, il y avait plusieurs journalistes, blogueurs, influenceurs assez connus et assez sérieux, parce qu'effectivement, le premier truc que j'ai vu, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu 1er avril, etc., etc. Sauf que April's Fool aux US, je suis pas sûr que ce soit le 1er avril, je sais plus. Mais en tout cas, effectivement, j'ai vérifié la date. J'ai attendu un petit peu avant de voir si c'était vrai, et puis il semblerait que ça soit vraiment réel. Parce qu'il y avait des gens connus sur place, et notamment, je crois qu'il y avait un journaliste de M6, il y avait Cyril Drevet. Donc, ouais, il y a une photo. Ouais. Donc, de toute façon, regardons M6 Turbo peut-être ce week-end, parce qu'ils en ont pas parlé, mais ils vont peut-être en parler. Ah, mais à mon avis, il doit y avoir une date, il doit y avoir un embargo, parce que personne n'en a parlé. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est prête. Il y a plein de photos. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est que pour les amoureux des voitures sportives, c'est quelque chose qu'on reprochait à la perf, c'est que quand tu rentres dans une perf, bah t'es comme dans une propulsion finalement, c'est les mêmes sièges et tout. Ouais. Là, c'est des nouveaux sièges, il se passe un truc, il y a une ambiance qui est un petit peu différente. Les boucliers avant et arrière sont différents aussi. Ouais, voilà. Donc, ils ont écouté un peu les clients, c'est cool. Il manque toujours apparemment. Ils t'ont écouté, quoi. Oui, ils m'ont écouté. Ils m'ont pas écouté complètement, puisqu'il manque toujours apparemment, d'après les infos qu'on a, le tableau de bord ou un petit écran face conducteur. Donc, j'ai déjà expliqué ici. Moi, j'ai réglé le problème avec un module et une application. Ça fonctionne très bien. Mais voilà. Donc, je pense que, on se mouille pas trop si on avance que la Tesla Model 3 Ludicrous ne devrait pas tarder à être annoncée de façon officielle et peut-être apparaître sur le site du constructeur.
Autre sujet, messieurs, le marché automobile en mars 2024. On reste un petit peu dans les chiffres et les marchés. Donc, les ventes de voitures électriques continuent, on va dire, à bien se porter, mais il y a un petit mais quand même, c'est qu'en en mars 2024, en tout cas sur le marché français, les voitures électriques continuent à progresser, mais c'est grâce à un élément particulier, Charles, c'est le leasing social. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a deux facteurs, effectivement. C'est qu'il y a le leasing social d'une part et il y a toutes les commandes qui ont été effectuées fin 2023. Ouais. Et pour bénéficier du bonus écologique 2023, il fallait livrer les voitures le 15 mars. Donc, ça a pas mal aidé le marché, ça a bien boosté les ventes. Ouais. Et ça, on a pu le voir, parce que Volvo a redoublé d'efforts pour livrer son nouveau X30 avant le 15 mars pour bénéficier de ce bonus écologique. Et après, on peut voir que ça a boosté en fait, alors surtout le leasing social, pas mal de modèles. Là, par exemple, là, la Peugeot i 2008 qui vivotait, ben il y a une hausse de 208%, donc c'est énorme. La Citroën IC4, pareil, les ventes ont doublé. Ça a continué de maintenir la croissance sur la Peugeot i 2008, i 208 pardon, et la Fiat 500. Donc ça bouge pas trop. Et on a vu ressurgir un petit peu la Twingo électrique. Qu'on voit quand même très peu sur nos routes, avec une augmentation de 165%, c'était énorme. Et ils annonçaient un leasing social à 40 € par mois. Ouais. C'est impressionnant. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est moins qu'un plein d'essence, quoi. Et là, on a une voiture, quoi. C'est quand même dingue. Donc ouais, effectivement, c'est un truc de fou quand même ce qui se passe. Et oui, le marché se porte bien, mais les aides sont quand même là derrière pour maintenir ce niveau-là. Après, c'est comme dans tout nouveau marché, hein. Faut pas oublier que le marché il est quand même assez récent et au début, ben voilà, c'est comme quand on lance une boîte ou ce genre de choses, ben on a besoin de beaucoup de fonds pour lancer la machine. Et une fois que la machine sera là, huilée correctement, que la technologie aura évolué, ces aides vont se retirer petit à petit, toujours en maintenant une croissance sur le marché, quoi. Alors sur les chiffres, pour revenir un petit peu plus précisément, le marché des voitures particulières en mars 2024 a chuté, c'est un grand mot, de moins 1,5% par rapport à mars 2023 donc. Et par contre, les véhicules électriques, c'est encore plus 11%, enfin plus 10,9%. Donc une hausse qui a été certainement soutenue, comme tu le dis, Charles, par le leasing social. Il y a, pour point de comparaison, alors malheureusement on n'a pas les chiffres de mars, en tout cas je ne les ai pas trouvés, mais j'ai les chiffres de février. En Allemagne, on est sur moins 15% d'immatriculation en février 2024 par rapport à février 2023. Donc l'Allemagne continue à souffrir un peu de la suppression très brutale du bonus écologique en novembre dernier. Moi, je pense que, enfin c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi et c'est au doigt mouillé, hein, mais que les ventes vont remonter, en tout cas que la baisse sera probablement moins forte au fil des mois qui vont arriver en Allemagne, mais ça va probablement rester une année un petit peu difficile pour l'Allemagne en termes de vente de voitures électriques. Voilà, donc un marché qui se tient à peu près, 19% de ventes en voitures électriques, ça veut dire qu'on est encore sur presque la tendance de fin 2023, c'est-à-dire en gros une voiture sur 5 en France qui se vend aujourd'hui est une voiture électrique. Donc vous voyez comment le marché, messieurs, Christophe ou Sébastien peut-être. Tiens Sébastien, sur 2024, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que ça va booster avec l'arrivée des petites citadines électriques, par exemple? Ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'attentisme. Enfin, ça fait longtemps qu'il y a de l'attentisme en fait, hein, mais moi je vois tous les jours avec les gens qui sont toujours super prêts d'en acheter une. Ouais. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont super prêts d'en acheter une, donc un jour ou l'autre ça va bien arriver. Et puis quand tu vois les IC3 ou les R5 qui arrivent, voilà, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit creux en début d'année. Ça se trouve, c'est tous les débuts d'année un petit peu comme ça. Je crois qu'on est tous à attendre un petit peu de voir comment ça va se passer, quoi. Et donc le gros rush de fin d'année, puisque décembre avait fait un mois, je crois, assez exceptionnel. Ouais. Donc forcément qu'après, derrière, ça se tasse un petit peu pour les raisons que Charles a données aussi. Donc voilà, je pense que ça va reprendre. Mais si les gens attendent, Seb, c'est aussi parce que malheureusement, les constructeurs les font attendre. Tu vois, par exemple, quand l'IC3 a été annoncé l'an dernier, de mémoire, hein, je veux pas faire de mauvais procès à Citroën, c'est pas du tout le sujet, mais de mémoire, on annonçait une voiture disponible début 2024. Puis début 2024, on a compris qu'elle serait pas là tout de suite. Finalement, elle a été dévoilée officiellement il y a un mois. Et puis on commence à nous parler de livraison en octobre. Donc après, on parlait après de livraison en printemps, puis après c'est livraison en octobre. Je crois qu'elle est disponible en précommande pour arriver à l'automne. Et je l'ai dit déjà, je suis pratiquement prêt à vous ficher mon billet qu'elle sera pas là avant Noël, quoi. Donc c'est vrai qu'on attend,
Mais on attend parce qu'il y a de l'attentisme, il y a des gens qui hésitent encore à passer l'électrique et qui attendent la bonne opportunité, le bon tarif, la bonne voiture, celle qui correspond à leurs usages, etc. Ce qui est parfaitement légitime. Mais ils attendent aussi parce que les constructeurs les font un petit peu attendre. Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je rejoins ton avis. Hein. Il y a enfin, pour moi, l'année 2024, c'est l'année du VE avec des modèles très intéressants qui vont arriver. Tu citais, là, il y a les IC3 qui semblent bien se placer au niveau prix. La R5, évidemment. Le petit refresh de la Spring, on connaît pas encore tout à fait les tarifs, je crois, donc qui pourrait aussi relancer un peu la mécanique, et puis des modèles un peu plus modèles familiaux, je pense au Scénic et au i3008, qui peut-être vont inciter des gens à passer à l'électrique parce que c'est des modèles qui connaissent un peu et qui peut-être les rassurent. Donc je pense que, je le disais tout à l'heure, hein, soyons patients, ne prenons pas de conclusion sur juste un trimestre ou qui est un trimestre qui est un peu forcément fragilisé par cette fin du bonus pour certains véhicules. Voilà. Très bien. Pour conclure le sujet, je note quand même un chiffre assez amusant, c'est que le nombre d'immatriculations des E2008, des i2008 sur le mois de mars est de 208%, 208 2008. Enfin voilà. Bon. Ok, on va vite passer au sujet suivant. Alors on va partir en Chine pour deux sujets. Et d'abord Xiaomi qui a vendu plus de 100 000 exemplaires de sa première voiture électrique en moins de 48 heures. Ça rappelle des gros chiffres, ça rappelle les commandes, les précommandes de la Tesla Model 3 quand elle a été annoncée, ça rappelle les précommandes ou les commandes de l'iPhone quand il a été lancé en janvier 2007 par Steve Jobs. Enfin, voilà, on est dans des gros chiffres. On est dans une espèce de très gros engouement pour une voiture. Alors je rappelle, Xiaomi, cette voiture, c'est la Xiaomi SU7, sans mauvais jeu de mots, qui est une berline électrique qui est assez réussie esthétiquement, qui ressemble un petit peu à un mélange entre la Tesla Model 3 et le Porsche Taycan, donc une voiture comme ça très très douce, très très fluide dans ses lignes, très très profilée, et qui a une promesse en termes d'équipement et de performance qui la place d'emblée dans l'élite des voitures électriques, et avec un prix qu'on a tendance à qualifier d'indécent puisque les premiers modèles sont annoncés à moins de 30 000 €. Et du coup, carton littéral en Chine où les commandes ont ouvert la semaine dernière. Pour l'instant, ça ne concerne que la Chine. On ne sait pas du tout si elle sera commercialisée en Europe et quand, si jamais elle l'est. Et Jean-Christophe, c'est une déflagration aujourd'hui dans le petit monde de l'électrique, non? Ah ouais. Et puis, je crois qu'on est nombreux ici à aimer les berlines. Ouais. Présent. On est 4 sur 6, 5 sur 6. Bref. Et là, déjà, tu la vois, tu tombes amoureux parce que elle est magnifique. Incroyablement trop belle. Elle est magnifique. Mais de toute façon, il faut dire un truc, c'est que les Chinois, en termes de SUV, je suis pas très fan en général, je sais pas pourquoi, mais ça c'est vraiment des goûts personnels. Mais en termes de berline, les Chinois, ils pondent des trucs à chaque fois, les NIO, les Xpeng, c'est toujours hyper joli, et celle-là, elle est vraiment très très jolie. Et après, moi, j'ai regardé une petite vidéo de présentation. Alors déjà, je trouve qu'elle a un nom rigolo, Sucette. Bon. Ensuite, c'est une berline. Ouais, mais moi, je l'appelle comme ça. En plus, c'est 2 syllabes, ça va plus vite. Ensuite, c'est une berline, et Dieu sait qu'on en a pas beaucoup et qu'on aimerait vraiment en avoir plus. Elle est vraiment très très belle, inspirée de la Taycan, mais avec son petit stylet, avec un avant qui est assez différenciant. On n'est plus sur les barres de feu comme on a beaucoup en Chine. D'ailleurs, les Chinois, je les trouve très très forts pour faire des jolies voitures quand même, il faut avouer. Ouais, incroyable. C'est vrai que les SUV sont moins jolies, mais les berlines, waouh. Bon, donc on a déjà une très très belle voiture. À l'intérieur, c'est très très tech. L'interface, déjà le hardware au niveau des processeurs, etc. Enfin, voilà, ça a l'air vraiment très très puissant. Super logiciel avec réplication complète du téléphone. C'est-à-dire qu'on est même plus sur Android Auto ou Apple CarPlay. Là, il y a carrément ton téléphone qui apparaît à l'écran. Enfin, c'est incroyable. Les batteries aussi, l'offre en différentes puissances de batterie. Deux tailles batterie, une 74, 72 kWh, je sais plus exactement, et puis une dans les environs de 100. La petite, c'est du LFP Blade, donc comme les BYD ou la Tesla Model Y de Berlin. La grosse, c'est une CATL en structurel, en 800 volts. Ça coche quand même beaucoup de cases. Je regardais l'autonomie sur la norme CLTC, je crois, je sais plus comment s'appelle la norme chinoise.
elle est donnée, la petite batterie, elle est donnée pour 700 km d'autonomie, quand la Model 3 Long Range, avec une batterie de taille équivalente, elle est donnée pour 713. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on est aussi sur une très bonne efficience, à voir si ça se concrétise en vrai, mais bon, en gros, on a une voiture qui est très belle, très tech, semble-t-il efficiente, et qui charge vite, et qui est moins chère en Chine que la Model 3, et qui est grande comme une Model S. Bon, voilà. Son seul problème, c'est que c'est une malle. Pour nous, les Européens, on aime bien un haillon. Voilà. Et sinon, j'ai lu quelque part qu'elle avait le One Pedal en plus, qui est rare pour une chinoise. Donc moi, je suis complètement fan de cette voiture. Moi, je suis complètement fan aussi. C'est vraiment une belle proposition. Et pour resituer un peu, Xiaomi, il faut pas oublier que c'est le deuxième constructeur de téléphone au monde. Ils sont devant Apple. Donc, au-delà de proposer une belle voiture avec des caractéristiques techniques intéressantes, c'est que derrière, je pense que ce qui a bien fonctionné aussi, c'est que derrière, tu dis, OK, il y a Xiaomi. OK, ils ont les reins solides, ils sont là, ils sont en place, ils peuvent assurer derrière. Alors là, aujourd'hui, ils peuvent pas assurer leur succès qui est une production de 100 000 véhicules par an. Mais c'est pas grave, pour un premier test, pour un premier lancement, c'est exceptionnel. Donc, je pense que c'est intéressant et c'est le premier dans la course, on va dire le premier fabricant de téléphone, parce que Apple, ils ont un petit peu lâché l'affaire, ils se sont concentrés sur autre chose. Mais c'est le premier fabricant de téléphone qui se lance dans la partie. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que derrière, je pense qu'ils peuvent gérer tout le soft, parce qu'ils ont toutes les ressources en interne. Donc, je pense que c'est une belle proposition face à de la Tesla, face également à NIO, quoi. Parce que NIO, ça va être aussi leur concurrent en Chine. Et bon, elles sont vendues un tout petit peu plus cher. Là, j'ai le T5 qui sera sa concurrente, elle est vendue entre 38 et 46 000 euros. Donc, c'est-à-dire que même NIO serait encore un petit peu au-dessus en termes de tarifs. Donc, je pense que c'est une belle proposition. Maintenant, à voir si ça va arriver dans nos contrées européennes ou pas. Alors moi, mon point de vue sur le sujet, effectivement, à première vue comme ça, je suis assez fan de la voiture, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle coche à peu près toutes les cases de ce qu'on attend aujourd'hui, en tout cas certaines personnes comme moi, de la voiture électrique. Et puis c'était un peu le sujet de mon édito d'hier dans la rubrique Zone Verte d'Automobile Propre. Je le mentionne, j'ai pas l'habitude de me citer, mais c'était juste pour dire que je pense vraiment que la voiture électrique va peut-être connaître son moment iPhone avec la Xiaomi SU7, c'est-à-dire une voiture, un produit qui est totalement, alors qui est innovant, mais en même temps qui est pas innovant dans le sens où finalement ça réinvente pas l'automobile électrique ni l'automobile tout court, mais ça reprend à peu près toutes les bonnes pratiques et les bons codes de la voiture électrique réunis dans une seule voiture avec l'esthétique, le design qui n'a pas été mis de côté. On sait que Xiaomi a l'habitude de faire des produits assez léchés, assez bien finis et assez travaillés en termes de design. Et c'est comme tu le disais Charles, c'est une marque qui est connue, qui a pignon sur rue, qui a fait ses preuves en termes de production industrielle, qui a fait ses preuves en termes de software, qui a fait ses preuves en termes de design, qui a fait ses preuves en termes de diffusion et de distribution sur tous les continents. Et donc voilà, c'est pas un nouveau venu, contrairement à d'autres marques, parce qu'on a beau parler de la déferlante chinoise dont on va parler un petit peu après, même BYD est totalement inconnu au bataillon, même ici, même si c'est une marque qui a des ambitions énormes et qui devient aujourd'hui l'une des premières marques automobiles de voitures électriques. C'est pas connu. Il y a encore pas ou très peu de concessions BYD en Europe et très peu en France, voire pas du tout. Ou peut-être une ou deux, je sais plus si elles viennent d'ouvrir. Xiaomi, pour l'instant, il n'y a pas de réseau de distribution en Europe, mais ils avaient à une époque ouvert des boutiques Xiaomi, qui étaient un peu comme des Apple Store. De toute façon, ils suivent un peu la trace d'Apple. Il y a plein de similarités. Je vous invite à aller lire mon article. Il y a plein de similarités entre le parcours de Xiaomi et celui d'Apple, en tout cas sur certains codes qui ont été adoptés par Xiaomi pour séduire une clientèle un petit peu tech, un peu geek, un peu avant-gardiste et un peu early adopters. L'idée, ce que je disais, c'est que quand on achète Xiaomi, on n'achète pas un produit chinois, on achète un produit tendance en fait. Et je pense que ça va vachement les aider dans la vente de cette voiture, dans la diffusion de cette voiture. Alors reste à savoir maintenant si elle sera commercialisée en Europe, à quel prix, quand. Aujourd'hui, le carnet de commandes de Xiaomi est complet jusqu'à 2025, c'est-à-dire que leur capacité de production a été déjà atteinte avec les 100 000 commandes qui ont été réalisées dans les quelques jours qui viennent de se passer. Donc, ça sera pas avant 2025, probablement 2025 ou 2026 qu'on aura peut-être des nouvelles de cette voiture en Europe. À quel prix, ça c'est encore aussi un mystère. On imagine bien qu'ils vont rattraper un peu leur marge sur le marché européen. Et qu'on sera pas à 30 000, mais on imagine tous qu'on sera plutôt à 50, 60, 70 000 euros pour cette voiture. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Et puis alors la dernière inconnue, c'est
quid des qualités réelles de la voiture en qualité routière, qualité de finition, etc. C'est-à-dire, là, le juge de paix, ça va être les premiers essais par des vrais journalistes et non pas 3 influenceurs qui prennent la voiture et qui font des bornes sur un parking, comme on a eu un peu tendance à le voir. Donc moi je suis très impatient de voir les premiers essais, y compris par la presse européenne, américaine, etc. Parce que ça va arriver forcément. On va forcément avoir des journalistes, des grands médias, y compris peut-être chez nous, qui auront l'occasion d'aller essayer une Xiaomi SU7 et dire vraiment ce qu'ils en pensent sur plusieurs jours, sur plusieurs centaines de kilomètres, comme on fait ici. Donc je suis très impatient de voir ça. Mais oui, Johan, oui, tout le monde n'est pas fan des influenceurs YouTube. Je sais pas de qui tu parles quand tu parles des influenceurs YouTube. Mais voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je suis très impatient de voir les premiers essais et puis peut-être de l'essayer moi-même, ou que quelqu'un chez nous ici dans ce podcast ait l'occasion de l'essayer, peut-être toi, JC. Donc on compte sur toi. Mais moi, de ce que j'ai vu dans les essais, a priori, il y a l'autopilote qui est un petit peu en retard, qui est un peu moins bien que ce qui se fait actuellement. Moi, ce que je reproche, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite batterie comme sur une Tesla. Je pense que 60 kWh là-dedans, ça passe nickel si la voiture est efficiente. Mais surtout, je me dis, Apple qui vient d'arrêter son projet de voiture électrique, quand il voit Xiaomi qui sort une voiture de dingue et qui a 100 000 réservations en 3 jours, ils doivent se dire... on a peut-être laissé passer quelque chose là, non? Ouais, en fait, ils doivent se dire, qu'ils disent peut-être qu'ils se compliquent un peu trop la tâche, parce que quand Apple veut sortir quelque chose, ils veulent tuer le marché et dire et faire en sorte que cette chose-là soit la meilleure du marché. Donc ils reprennent tous les codes. Ils ont fait ça avec les tablettes, ils ont fait ça avec les AirPods, et ils ont fait ça avec le téléphone, etc. Quand l'iPhone est sorti, tout le monde a dit le premier smartphone qui va sur Internet. C'est complètement faux. Le smartphone existait déjà. Moi, j'avais des Windows mobiles ou des Pocket PC en 1999 ou en 2000 qui allaient sur Internet. Simplement, ça marchait mal. C'était un petit peu fastidieux. Et Apple est arrivé et a dit voilà. Donc aujourd'hui, il y a un besoin, c'est d'aller sur Internet avec son téléphone et on va faire le meilleur appareil pour aller sur Internet et qui tient dans la poche. Donc ils se sont dit pareil pour la voiture et je pense qu'ils se sont mis trop la pression en fait en disant il faut qu'on fasse la voiture absolument parfaite, la plus belle, la plus efficiente et il y a un moment ils se sont dit on va pas y arriver donc on arrête. On a investi déjà je sais plus combien, 10 milliards de dollars mais on arrête. Et finalement quand ils voient ça ils se disent peut-être finalement lancer une voiture électrique c'était peut-être pas si compliqué que ça. Alors je sais pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants d'Apple mais en tout cas aujourd'hui c'est l'Apple de la voiture électrique. On a jusqu'à maintenant dit que c'était Tesla mais il pourrait que ça devienne Xiaomi dans les prochains mois. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, si quelqu'un d'autre a un avis sur le sujet. Non, Johan? Il faudrait que Xiaomi la sorte en break, et alors là, pour le coup, c'est un combo parfait. Ouais, on va avoir la NIO, c'est quoi? La NIO ET5? Il y a la ET5 en break qui est belle. ET Tourer, qui est magnifique, qui est un magnifique break électrique aussi. Ouais. Mais il n'y a pas Sony aussi Sony et Dyson qui avait, pareil, qui voulait se lancer dans la voiture électrique. Mais Sony, il continue. Là. Ouais. Elle va sortir, ils vont sortir une gamme de voitures électriques. Ouais. Enfin, pour l'instant, en tout cas, le projet a l'air d'avancer. Voilà, donc pour cette Xiaomi qui a créé une petite déflagration dans le marché, alors à l'échelle chinoise, mais on sait que ce qui est chinois devient assez rapidement mondial. Alors justement, on reste sur le marché chinois avec cette prédiction d'un institut d'études sur le secteur automobile qui dit que 25% des voitures électriques qui seront vendues en Europe en 2024, dès cette année, seraient made in China, fabriquées en Chine. Sébastien, allez, vas-y, je te redonne la parole tout de suite. Est-ce que c'est réaliste à ton avis? Écoute, je sais pas trop parce que je t'avoue que j'ai pas lu tous les articles, mais je me suis intéressé beaucoup à un reportage que j'ai vu de Public Sénat sur la chaîne Public Sénat. Et l'Union européenne est assez inquiète, on va dire, parce que donc on a la présidente de la Commission européenne là, qui a lancé une enquête. Donc en gros, elle parle de concurrence déloyale de la Chine, du fait des subsides que le gouvernement chinois octroie aux véhicules, aux entreprises privées, parce que nous on a plutôt tendance à subventionner le consommateur, eux ils poussent à la production. Et donc il y a une réelle peur. Voilà. Alors, ce qui me fait rire après, c'est que les véhicules chinois, ils ont représenté 8% des ventes de véhicules électriques, qui eux-mêmes représentent à peine 18,9% des ventes de véhicules. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de déferlante, tu vois? Voilà. Sans vouloir spoiler, aller jusqu'au bout, je pense qu'il va y avoir quand même une certaine
un certain équilibre du marché. Voilà. Est-ce qu'on va instaurer des taxes? C'est assez compliqué parce que politiquement, je voyais que les Chinois, bon, ils ont tout, on le sait, hein, ils ont de l'extraction, ils raffinent les métaux, ils fabriquent les batteries, ils ont tout misé sur le VE et ils sont aussi les champions du solaire. Et en gros, si on les menace de pas acheter leur voiture, en gros, ils nous vendent plus de panneaux. Et nous, on a besoin de solaire pour la transition énergétique. Donc, en fait, on est dans une espèce de guerre économique qui va, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va augmenter? On est à peu près à 10% de taxes sur les importations des véhicules chinois, là. Les Américains, ils en sont à 27%. Est-ce qu'on va se retrouver dans une guerre économique États-Unis, Europe, Chine? Je crois qu'on va tous être perdants dans une guerre, donc il va falloir que tout ça s'équilibre. Bon, j'ai bon espoir quand même. Voilà. Johan, j'aurais juste dire un truc, les gens le voient pas en podcast, mais Sébastien, il a pris ses notes au dos d'un courrier Enedis. C'est magnifique. T'as l'œil, toi. Ouais, c'est mon raccordement de panneaux solaires. Bien vu. Et Johan, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, je voulais compléter les propos de Sébastien. Effectivement, dans l'étude qu'a fait Transport et Environnement, il relève les raisons en fait du fait que les véhicules chinois sont moins chers. Et moi, bêtement, j'aurais pensé que c'était la main d'œuvre. La raison numéro 1, le coût de la main d'œuvre en Chine moins cher que le coût de la main d'œuvre en Europe de l'Est où sont produits les véhicules ou en Europe du Sud. Mais en fait, c'est pas ça, c'est même pas cité. En fait, dans l'étude, les raisons principales, c'est des baisses de taxes par le gouvernement chinois sur la production de véhicules électriques et sur la production de batteries, des subventions sur l'énergie des usines qui produisent justement des voitures et des batteries, des subventions aussi à l'acquisition des terrains pour mettre en place de nouvelles usines, et puis aussi de la géopolitique, c'est-à-dire que les Chinois depuis des années... Ils leur en donnent, les gouvernements locaux leur donnent des terrains. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il parlait de subventions dans l'étude, mais effectivement, c'est peut-être carrément donné. Et puis aussi la géopolitique qui joue beaucoup avec les Chinois, les entreprises chinoises qui ont racheté des mines dans tous les pays du monde pour sécuriser l'approvisionnement en métaux. Ce qui fait que sur certains métaux, alors là je vais pas être assez expert du sujet, mais sur certains métaux, l'approvisionnement est pas forcément en Chine, les ressources sont pas forcément en Chine, mais les mines sont gérées par des sociétés d'extraction chinoises, et donc qui contrôlent complètement la disponibilité de ces métaux qui sont nécessaires. Et donc effectivement, là je corrobore complètement ce que disait Sébastien. On est sur des questions de politique et de taxation, bien au-delà de la simple question, par exemple, du différentiel de coût de main d'œuvre entre deux pays ou de choses comme ça. Oui, ils sont très forts. Ils ont acheté des mines, par exemple au Congo, qui produit la majorité du cobalt. Ils ont 13 des 15 mines principales, quoi. Ils ont acheté des mines de lithium en Australie, en Amérique du Sud. Enfin bon, ils sont voilà. En gros. J'ai pas envie de dire qu'ils nous tiennent par les, enfin voilà, mais un peu par la un peu. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose sur le solaire? Oui, effectivement, on prône une mauvaise efficience de l'énergie chinoise, une énergie sale. Mais il faut savoir que la Chine a installé en 2023 presque autant de solaire que toute l'Europe au total. Donc, à mon avis, cet argument de la production sale en Chine va plus tenir très longtemps. Il faut faire attention à ça aussi. Ouais, je voulais juste dire qu'il faut juste faire une distinction aussi entre les véhicules issus de constructeurs chinois qui viennent de Chine, donc 100% chinois, on va dire. Et t'as aussi pas mal de constructeurs qui ont des pieds en Europe et qui fabriquent en Chine. Il y en a quand même beaucoup. Ou des Américains, Tesla. Hein. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en fait, parce que voilà, c'est tout. Alors on a parlé beaucoup effectivement là d'industrie et un peu de géopolitique. Je reviens sur les marques. Alors il y a une espèce de contraste entre la déferlante qu'on nous annonce depuis des années
C'est un peu ce que je disais aussi dans mon édito, hein, ça n'a rien à voir, mais je disais on attend la déferlante comme Brice de Nice sur sa plage et puis on finit par rouiller à force d'attendre parce qu'il la voit pas arriver. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que d'un côté, on a ces prédictions qui sont probablement, que je remets pas en question, hein, parce qu'elles sont faites par des gens très intelligents et très experts. D'un autre côté, on a la réalité du marché où si tu vas dans la rue, que tu dis à quelqu'un, citez-moi une marque de voiture électrique chinoise, ça va être compliqué. Personne va être capable de te parler, va te dire bon, peut-être que tu vas tomber sur une personne qui connaît un peu le sujet, qui va dire oui, alors MG. Et puis après, il va te dire bon, je crois que la Tesla modèle, il y a une Tesla qui est fabriquée en Chine. Puis après, on va te dire oui, alors j'ai entendu parler de BYD, qui est un très gros groupe qui affrète des cargos spécialement pour livrer des voitures électriques en Europe, etc. Mais finalement, si on fait le compte des forces en présence aujourd'hui, on a quoi? On a BYD qui commence à faire un petit peu de dégâts. On a MG qui est très bien installé, mais MG c'est une marque un peu atypique, c'est un groupe qui, je l'ai dit, je me suis fait un peu taper dessus quand je l'ai dit, mais je le redis, c'est entre guillemets le plus européen des groupes chinois. On a le groupe Geely qui détient Volvo entre autres, et puis Smart en co-actionnariat avec Mercedes-Benz. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui en voiture chinoise. Puis on a NIO qui va arriver et Xpeng. Mais aujourd'hui, concrètement, vous voyez des concessions NIO, vous voyez des concessions Xpeng, vous voyez des Xpeng dans la rue, vous voyez des NIO dans la rue. Non, alors, le fait qu'on n'en voit pas aujourd'hui ne veut pas dire qu'elles vont arriver. Mais 25% dès 2024, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré, non Johan, tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, alors exactement, c'est là où je voulais en venir. Oui, effectivement, la question en fait, c'est qu'est-ce qu'une voiture chinoise? En fait, quand on va dans l'étude, on se rend compte qu'en France, on est déjà à 29% en 2023. 29% de voitures chinoises, alors parmi les voitures électriques, 29% des voitures électriques qui ont été immatriculées en France sont des voitures chinoises. Et ce chiffre peut paraître énorme. Alors c'est le plus haut taux de toute l'Europe, hein. On voit en Allemagne ils sont à 15%, aux Pays-Bas ils sont à 16 ou 17. La France est à 29%. Et c'est quoi ces 29%? En fait, une grosse partie des 29%, c'est la Dacia Spring. Ensuite, en numéro 2, c'est la Tesla Model 3. Et puis en numéro 3, c'est la MG4. Donc effectivement, qu'est-ce qu'une voiture chinoise? Est-ce que la Dacia Spring, une marque roumaine détenue par un groupe français, fabriquée en Chine, c'est une voiture chinoise ou pas? Là, c'est une question de définition. Donc j'invite les lecteurs à aller télécharger ce rapport. Hein. Il fait. Ouais, j'allais dire, Johan, c'est un peu comme les appellations contrôlées, c'est-à-dire que on a un saucisson avec un label français, mais en fait on s'aperçoit qu'il est fait avec des matières premières qui viennent de, je dis n'importe quoi, hein, comme exemple d'Ukraine ou de je ne sais quel pays. Et au bout d'un moment, tracer l'origine d'un produit, c'est quand même assez sportif. C'est d'ailleurs ce qui fait que le bonus, enfin plutôt le malus, ou en tout cas l'absence de bonus écologique sur les voitures chinoises a été c'est tellement compliqué à mettre en place. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'éco-score, il prenait en compte la fabrication de la batterie, le transport, etc. Dernier sujet, messieurs, c'est un sujet qui est directement lié à l'environnement, la santé et la qualité de notre air, la qualité de l'air qu'on respire. C'est la norme Euro 7 et les particules de pneus et le constructeur, le manufacturier, plus exactement Michelin, qui prend les devants. Et alors annoncé comme ça, c'est peut-être un peu aride comme thème, mais je trouve que c'est intéressant de faire le point sur les particules. On en parle sans arrêt, des particules fines qui sont émises par les voitures, et y compris par les voitures électriques. Et ça serait peut-être bien de rappeler un petit peu ce que c'est, faire un point, et puis faire un peu le tour de la question. D'après ce qu'on sait, les voitures électriques émettent en gros 2 types de particules. Dites-moi si je me trompe, mais c'est les particules émises par la dégradation des pneus, les pneumatiques et le frottement des pneumatiques sur le bitume, et puis les particules fines émises par les freins au moment du freinage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est limité à ces 2 émissions-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela, sachant que le sujet aujourd'hui, c'est les voitures électriques sont un peu plus lourdes que les voitures thermiques, et donc elles useraient un peu plus leurs pneus. Et comme elles usent leurs pneus, c'est une usure qui part en particules et que nous respirons. Hein. Voilà, Christophe. Oui, tout à fait. Alors effectivement, une fois qu'on a retiré les émissions au pot d'échappement, les émissions de la poussière de frein, puisque
un véhicule électrique utilise moins ses plaquettes qu'un véhicule thermique. Il reste les pneus. Alors plus que les pneus, c'est en fait le frottement entre les pneus et la route. Donc il y a aussi des bouts de bitume potentiellement qui peuvent générer des particules. Alors ce que j'ai regardé pour être plus précis, c'est que les particules de pneus, ça serait des particules inférieures à 100 micromètres, si je dis pas de bêtises. Et ce qui intéresse généralement, on regarde les PM10, PM2,5. C'est les particules qui sont liées, qui génèrent la pollution atmosphérique. Donc ces particules-là, c'est 1,3% pour les PM10 et 0,16% pour les PM2,5. Donc ça veut pas dire qu'il faut ne rien faire, hein, évidemment, mais c'est pour remettre un peu les choses dans leur dans leur contexte et puis avoir des chiffres précis. Dire que je crois qu'il y avait une étude très peu sérieuse qui disait qu'à cause de ça les véhicules électriques émettaient 2000 fois plus plus polluants que les thermiques, je crois. Donc pour dire que non, pas tout à fait. On aurait pu s'attendre qu'un véhicule électrique use beaucoup plus les pneus également. Dans mon expérience, moi je viens de changer les miens à plus de 70 000 km, donc je pense qu'on est quand même sur une modèle 3 propulsion, les 4 j'ai changé. Je pense qu'on est dans la bonne moyenne. Peut-être que j'aurais pu aller jusqu'à 80, 90 si j'avais eu un peu moins de poids, mais bon, c'est pas non plus tous les 20 000 km, quoi. Ouais, bah moi c'est pareil, hein, pour citer mon expérience personnelle, j'ai sur une modèle 3 Performance, donc qui est quand même assez puissante, avec 4 roues motrices, j'ai changé mes pneus, mon premier train de pneus à 45 000 km, alors qu'on me prédisait 15 000, quoi. Donc les pneus ont tenu plus qu'avec une voiture moins puissante précédente, avec lesquelles j'avais fait 25 000 km. Donc voilà, alors je sais que cas particulier ne vaut pas généralité, mais quand même, on est quand même assez nombreux à apporter ce type de témoignage, à dire qu'avec une voiture électrique, on n'a pas forcément usé nos pneus beaucoup plus qu'avec une voiture thermique. Johan ? Oui, alors moi malheureusement, j'ai pas encore de statistiques sur les usures de pneumatiques et j'ai hâte d'avoir suffisamment de recul avec les flottes de véhicules que je gère pour pouvoir vous apporter ces stats. Par contre, je suis allé rechercher un billet qu'avait publié l'ADEME le 20 avril 2022. Qui traitait justement de cette question-là sur les émissions de particules fines, véhicules thermiques comparés à véhicules électriques récents. Alors, ce qui est bien précisé dans le billet, c'est qu'ils se sont intéressés aux véhicules électriques grande capacité de batterie. Ils précisent pas exactement, mais on comprend bien que c'est des véhicules qu'on n'est pas en train de parler de véhicules de 60 kWh, mais plutôt des 70, 80, 90. C'est pas précisé, mais ils précisent bien que c'est des grandes capacités de batterie. Et donc ils expliquent que au global, un véhicule thermique moyen comparé à un véhicule électrique grande capacité, les émissions de particules globales seraient à peu près les mêmes, avec une répartition qui est très très différente. Forcément, il y a un petit peu moins de la moitié pour un véhicule thermique qui vient du moteur, et puis le reste, c'est comme on l'a dit, les pneus, les freins. Et puis pour la voiture électrique, c'est quasiment que les pneus, parce qu'en fait, on sait bien que les freins, on les utilise beaucoup moins. Le moteur, il y en a pas, enfin en tout cas, il émet pas de particules. Mais ce billet précise bien que c'est en ne prenant en compte que les véhicules à grande capacité de batterie. Et dernier chiffre que je voulais rajouter, qui vient pas de cette étude-là, mais qui est une autre étude au niveau mondial, les rejets de particules dans l'océan. Parce qu'on pense particules fines, forcément pollution atmosphérique et cancer pulmonaire. Bon, ça c'est effectivement une réalité. Mais il y a aussi les rejets dans l'océan. Et là, au niveau mondial, c'est 50 000 tonnes de rejets dans l'océan. Alors pour l'intégralité du transport. Donc le transport routier, les camions, mais aussi les bateaux, ainsi de suite. C'est 50 000 tonnes de déchets dans l'océan en particules fines chaque année au niveau mondial, ce qui est quand même assez important. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter, bien entendu. Pour autant, la voiture électrique est quand même plutôt vertueuse, et encore plus si on parle de voiture électrique avec des batteries raisonnables. Jean-Christophe, même si Johan a presque tout dit, t'avais un truc à ajouter, non ? Il lit dans tes pensées.
C'est incroyable. Je m'étais mis de côté l'étude de l'ADEME et le truc. C'est incroyable. Non, j'ai juste un chiffre. Les microparticules, les pneus, ça représente 28% des microparticules de plastique dans l'océan. Donc c'est quand même un sujet important et à traiter, quoi. Et donc le fait que Michelin, ça veut dire quoi? JC, ça veut dire quoi exactement? Je comprends pas. 28% des microparticules de plastique dans l'océan, c'est les pneus. Le premier poste polluant en microplastique dans les océans, c'est les résidus de tes habits au lavage de la machine, en gros. Ta machine détériore tes habits, ça fait des résidus qui partent dans l'océan. Okay. Et le deuxième, c'est le pneu. Voilà. Mais il part par quel le pneu qui s'abîme sur ta chaussée, qui ruisselle, qui tombe dans les rivières, qui part dans les océans. Okay. Je sais pas trop, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, exactement. Donc le fait que Michelin travaille là-dessus et avance et fasse des pneus qui s'abrasent moins et qui s'abîment moins, clairement, c'est bon pour tout le monde, quoi. À la fois pour l'air qu'on respire et pour l'océan, quoi. Le seul biais de la voiture électrique, je pense, c'est que faudrait vérifier à poids égal, mais elle est plus lourde en général à cause de sa batterie. C'est pour ça qu'elle use plus ses pneus. Je pense qu'elle est plus lourde, elle est plus puissante. Je sais plus l'étude dont tu avais parlé, Johan, mais il faudrait vérifier sur une voiture électrique de 2 tonnes, une voiture thermique de 2 tonnes. Si une voiture électrique de 2 tonnes, elle use plus ses pneus ou pas. Je suis pas certain. C'est à poids équivalent. La conduite joue aussi beaucoup. Elle a des plus gros pneus. C'est le facteur numéro 1. Mais j'ai discuté avec quelqu'un de chez Allo Pneus qui avait lui-même discuté avec des ingés de chez Michelin, donc ça fait un peu téléphone arabe, je suis pas sûr de mon information. Mais chez Michelin, il lui avait dit qu'en fait, ce qui détériorait le plus les pneus, c'était pas les accélérations, c'était la régène, justement. C'était le freinage régénératif qui faisait qu'il y avait une usure plus prononcée des pneus sur une voiture électrique. Tiens. À prendre voilà. Je suis pas expert en pneus. À creuser. Peut-être parce que la voiture électrique avec une grosse régène, quand on n'est pas habitué, freine plus et plus souvent que ce qu'on ne le ferait avec la pédale de frein. Parce que dès qu'on lève le pied, elle ralentit en fait. Et peut-être qu'au début, on le voit bien, les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est une conduite assez chaotique au départ, parce que si la voiture a une grosse régène, dès que la personne lève le pied, moi je le vois quand je prête éventuellement ma voiture à des personnes qui sont moins expérimentées, en tant que passager, j'ai très vite la nausée parce que dès le lever de pied, c'est gros freinage à chaque fois. Il faut s'habituer à cette régène et du coup à moins freiner. Donc effectivement au début peut-être qu'on freine plus. Johan, je sais pas ce que tu en penses. Alors ça me donne l'idée de lancer un nouveau débat dans le groupe WhatsApp. Comment utilisez-vous votre régène ? Moi j'avoue que depuis quelques mois, j'ai fait je crois que je l'avais partagé ici, j'ai fait une session de conduite éco. Et on m'a appris, et je m'en suis rendu compte, je me rends compte tous les jours, que je consomme moins avec une régénération plus faible. Donc maintenant, moi, sur ma voiture, il y a 4 plots. Je me mets au plot numéro 2. Alors qu'avant, j'étais toujours au plot max et je trouvais ça génial. Je touchais plus jamais à la pédale de frein. Et ben, en me mettant au plot 2, je touche pas beaucoup plus à la pédale de frein, un petit peu plus, mais assez peu. Et je consomme moins. Donc, vous autour de la table et puis vous... les auditeurs sur WhatsApp, comment est-ce que vous utilisez votre régène ? En fait, nous, on a fait une vidéo, on est parti avec 3 Ioniq 28. Il y en a une qui était en régène max, une qui était en régène minimum, et une qui était seulement en régulateur, je crois. Et donc les 3 consommaient pareil à l'aller, et au retour, on a consommé exactement pareil. Donc pour nous, on n'a jamais vu une différence d'un mode à l'autre, en fait. Alors moi j'ai mon expérience personnelle, sur la Model 3 Performance, il y a encore la possibilité de régler la régène forte ou faible. Et en fait j'utilise la régène forte quand je suis en ville. Et dès que je suis en périurbain ou sur la route ou l'autoroute, je mets la régène faible, donc une espèce d'entre guillemets roue libre, même s'il y a quand même un peu de freinage. Hein. Et j'ai l'impression, c'est devenu un réflexe, j'ai l'impression que la voiture consomme un petit peu moins quand je suis en régène faible sur les longs trajets, type autoroute, route, etc. Et en fait, j'ai fait ça suite à la lecture d'une étude que je n'ai pas retrouvée. Enfin, en plus, on n'avait pas prévu forcément de rentrer dans ce sujet, mais je l'ai pas retrouvée quand la dernière fois je l'ai cherché, malheureusement. C'était une petite étude de Porsche au moment du lancement du Taycan, quelques mois après le Taycan, qui a fait justement des études pratiques, opérationnelles avec la voiture, avec différents niveaux de régène. On sait que le Taycan a un système de régénération un peu particulier, et notamment le mode roue libre. Et en fait, alors c'est une vraie roue libre sur le Taycan, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de frein moteur, et alors, ce qui probablement change la donne quand même. Et donc sur un trajet route,
je crois que c'était de la route nationale et départementale. Ils ont constaté que quand ils mettaient le Taycan en roue libre complet, donc le réglage sans aucune régène, la voiture consommait beaucoup moins. Ils augmentaient l'autonomie de façon assez significative. Charles? Ouais, j'avais justement là sur l'exemple de la Taycan, j'ai fait une vidéo YouTube justement sur une personne qui avait une Taycan Cross Turismo, donc elle avait 680 chevaux et donc justement je lui expliquais que lui il m'expliquait qu'il n'y avait pas de régène à proprement parler il n'y a pas de one pedal qui existe, hein, et que effectivement lui quand il faisait de l'autoroute ou même des trajets classiques, il accélérait un coup fort par exemple et après il laissait en roue libre. Et sa consommation, là, il avait plus de 25 000 km, et sa consommation moyenne sur l'ensemble de ses trajets, c'était 19 kWh. Ouais. Sur une voiture de 680 chevaux et d'autonomie quand même. Hein. Donc, ça m'avait même surpris parce que je pensais que on allait facilement être au-dessus des 20 et en fait, je lui ai dit, à peu de choses près, t'es avec la même conso que moi sur autoroute avec ma Zoé, quoi. Donc, et on n'est pas du tout sur le même véhicule. Donc, c'est vrai que il n'y a pas de grosses régènes sur ce genre de véhicule, mais le mode roue libre, ça peut être intéressant s'il est utilisé à bon escient. Mode roue libre plus poids important égale grosse inertie et du coup on lance la voiture, on peut la lancer sur des grandes sections sans toucher l'accélérateur en fait. Mais ça c'était un gros truc au tout début des voitures électriques qui avaient très peu d'autonomie, ça s'appelle le push and glide. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient ça, ouais. Et il y a juste un truc que j'aurais précisé, c'est que la plupart des voitures électriques, quand tu mets la voiture en roue libre, quand tu presses le frein, ça crée du freinage régénératif, c'est-à-dire la première partie du freinage est freinage régénératif et ensuite ça serre les plaquettes. Et moi je connais qu'une seule voiture qui fait pas ça, c'est la Tesla. Donc si tu te mets en roue libre tout le temps en Tesla, il y a des chances que tu consommes plus parce que t'as plus du tout de régène et quand tu vas freiner, ça sera uniquement en plaquettes. Moi j'avais participé à un Eco Challenge avec Nissan en 2015 et j'étais avec un journaliste un peu intégriste qui voulait qu'on remporte le truc, donc on était monté en haut du Turini, donc évidemment il roulait à 20 à l'heure de moyenne, ce qui est encore la meilleure façon de moins consommer, et puis arrivé en haut du Turini, c'est moi qui ai pris le volant pour descendre. Et à un moment, j'avais plus assez de, si tu veux, même en étant en mode drive, j'étais trop freiné entre guillemets par le moteur, et donc là j'ai eu l'idée de me mettre en neutre. Je devrais jamais dire ça en tant que moniteur d'auto-école, dire passe au point mort sur une voiture. Hein, voilà. Mais je me suis mis en neutre et là la voiture est repartie avec le peu de pente que j'avais et je mettais coup de drive et B parce que sur la Leaf c'était B, frein moteur avant les virages, neutre en sortie de virage pour relancer et j'ai fait ça jusqu'à Nice. Je suis arrivé jusqu'en bas quoi. Voilà. Et donc c'est le principe du pulse and glide, c'est dès que tu as de l'énergie cinétique, tu essaies de rouler en roue libre le plus possible. Voilà, et moi, du coup, je module ma régène depuis que j'avais les palettes au volant sur la Kia. Je module ma régène entre très très faible une fois que je suis lancé et dès que j'arrive sur un ralentissement, régène à fond pour récupérer l'énergie. Ouais. Très bien, merci beaucoup messieurs. Alors c'est une bonne idée d'inciter effectivement Johan, nos auditeurs à réagir et à nous dire comment ils utilisent leur régène, quelle est leur expérience personnelle. Donc on vous invite à le faire, chers auditeurs, de préférence au format audio, comme je le répète inlassablement, sur notre compte WhatsApp Podcast Automobile Propre. Je le rappellerai sur le groupe WhatsApp. Je vais faire un petit mot et puis comme ça on aura des réactions qu'on pourra publier la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les 5. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. L'interview de la semaine. Aider les entreprises et les collectivités à électrifier leur flotte de véhicules utilitaires et de tourisme, c'est la mission de The Blue Way. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Pinault, cofondateur de The Blue Way, expert en verdissement de flotte d'entreprises. Bonjour Sébastien Pinault. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur de The Blue Way, une société dont la mission est d'aider les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules par des véhicules électriques. Pouvez-vous nous présenter la société en quelques mots, date de création, nombre de salariés, implantation ? Oui, certainement, avec plaisir. Donc, The Blue Way, effectivement, est une entreprise qui a pour mission d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la décarbonation de leur flotte. The Blue Way fait partie d'une manière générale d'un groupement avec Odyssey et E-Mobility Expert qui nous permet également d'amplifier notre démarche en remontant jusqu'aux aspects de politique RSE, de mise en place de plans de mobilité et puis à l'autre extrême de la chaîne, de déploiement d'infrastructures de recharge. La société a été créée quand ? Donc nous sommes actifs depuis fin 2019.
Au total, The Blue Way, c'est 6 intervenants sur les dossiers que nous développons. 6 consultants? Oui, absolument. Donc, nous sommes actifs sur l'ensemble du périmètre français et même éventuellement au-delà, avec pour cible principalement des grandes entreprises, des grands groupes. En tout cas, c'est notre clientèle principale, mais également les PME, éventuellement les TPE. Nous avons développé une offre spécifique pour ces entreprises, et puis les collectivités. Quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises lors de la transition de leur flotte vers l'électrique? Enfin, quand je dis défis, c'est un grand mot, mais les difficultés éventuellement ou les points de friction? Alors, ce qu'on voit essentiellement, ça se joue à 2 niveaux. Je dirais, le premier enjeu, c'est la compréhension des équipes dirigeantes et des opérationnels quant à la mobilité électrique, quant au potentiel qu'elle présente, et quant aux réalités vraiment de sa mise en place. La deuxième, elle se situe au niveau des collaborateurs eux-mêmes, des utilisateurs. Et c'est vraiment une problématique de résistance au changement. Donc c'est vraiment sur ces 2 enjeux qu'on va énormément travailler. Alors je dirais la première chose, c'est de démontrer l'aptitude opérationnelle des véhicules électriques. Il y a énormément d'idées reçues et Eric, je crois que vous participez largement à effectivement les démystifier. Mais il y a une perception vis-à-vis des problématiques d'autonomie, de recharge qui, aujourd'hui, on le voit dans l'utilisation, n'a plus forcément lieu d'être. Néanmoins, il faut effectivement mettre les choses en situation, montrer que ça fonctionne. Ça, c'est le premier enjeu. Évidemment, on peut pas prétendre basculer des flottes de véhicules qui ont, pour grande partie, une utilisation professionnelle, si ça a un impact significatif sur le quotidien des utilisateurs. La deuxième chose, c'est de démontrer qu'en fait, c'est une solution qui est intéressante économiquement parlant, puisque l'autre idée reçue, c'est que les véhicules électriques coûtent cher. C'est vrai sur le coût d'achat. Peut-être je pourrais vous en reparler un peu plus en détail après, mais finalement, on voit que ce sont des solutions qui sont très intéressantes d'un point de vue économique, si on change un petit peu la perspective. Et puis ensuite, c'est l'impact décarbonation, qui est... Il y a beaucoup de désinformation à nouveau sur ce sujet-là. On lit à droite et à gauche que l'impact finalement serait éventuellement plus important, etc. C'est évidemment pas vrai, mais il convient surtout de chiffrer le bénéfice en termes de réduction de l'empreinte CO2 que ça présente pour l'entreprise. Alors concrètement, vous allez voir une entreprise, vous leur dites quoi? Vous leur dites voilà, vous avez une flotte de voitures, vous devriez passer à l'électrique et voilà comment vous allez faire, voilà comment vous pouvez faire, c'est ça? Absolument. La première chose, c'est vraiment étudier les usages, partir de la réalité du terrain. Donc, à quoi servent les véhicules qui sont aujourd'hui dans la flotte, comment les utilisateurs s'en servent au quotidien et quels sont leurs besoins de mobilité, les besoins de logistique, etc. D'accord. Et puis sur cette base-là, du coup, remettre en place des solutions qui sont pas toujours le véhicule d'ailleurs. Parfois, on insiste aussi à passer sur d'autres types de mobilité, d'autres solutions logistiques, etc. Qui parfois c'est la meilleure solution pour décarboner, et ça répond très souvent aussi à une volonté des utilisateurs. Mais sinon, du coup, recalibrer les solutions en passant vers des solutions bas carbone, principalement l'électrique aujourd'hui, ça c'est très clair. Et du coup, en choisissant correctement les véhicules, en choisissant correctement les solutions pour la recharge, il faut reconstruire un écosystème autour de l'électrification. Il n'y a pas actuellement une espèce de tropisme plutôt un peu forcé sur l'hybride en entreprise? Est-ce que c'est facile d'inciter les dirigeants à aller vraiment vers l'électrique? Est-ce qu'à ce moment-là, ils vous répondent pas non, mais c'est bon, on a électrifié notre flotte, on a que des hybrides. C'est un peu ce qu'on entend, non? C'est beaucoup ce qu'on entend, je suis complètement d'accord. C'est sûr. Et c'est peut-être même encore plus compliqué de convaincre un patron qui vient de passer sa flotte en hybride d'aller vraiment vers l'électrique plutôt que de passer directement du diesel à l'électrique. De fait, on observe que la part des hybrides rechargeables, hybrides non rechargeables est effectivement plus élevée que les électriques dans les ventes aux entreprises.
C'est vrai que historiquement, sur l'électrification, les entreprises sont beaucoup tournées vers l'hybride rechargeable, mais elles font un peu marche arrière aujourd'hui. On note quand même que ces véhicules-là, finalement, reçoivent pas, enfin, ne sont pas utilisés comme ils le devraient. Très peu sont utilisés à forte dose en mode électrique. On voit même quand même pas mal de véhicules qui sont même jamais chargés. Donc évidemment ça c'est regrettable, et c'est regrettable aussi en termes de coût, parce qu'évidemment voilà, il y a une consommation de carburant là où il devrait pas y en avoir, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que les entreprises en reviennent, d'autant plus que voilà, d'un point de vue opérationnel, ces véhicules donnent pas forcément toujours entière satisfaction. Finalement, l'autonomie, y compris avec le carburant, est plus faible que les véhicules qui remplaçaient, etc. Et en termes de décarbonation, c'est du coup pas forcément une bonne solution. Hein. Pour une entreprise qui suit ces indicateurs RSE avec précision, clairement le bilan des hybrides n'est pas satisfaisant par rapport au diesel. Hein. On arrive plus souvent avec une augmentation du coup des taux de CO2 réels. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est là que l'électrique 100% peut rentrer comme une solution. Le gouvernement vient de supprimer la prime écologique de 3 000 € pour les entreprises pour leur basculement sur l'électrique. C'est pas une très bonne nouvelle ni pour les entreprises ni pour des prestataires comme vous qui aident les entreprises à aller vers l'électrique, non? Ouais, ça nous empêchera pas de travailler. Non, je pense que le vrai enjeu, il est en termes de perception. Réellement, quand on met les chiffres bout à bout, l'impact de la disparition du bonus, qui est limité aux véhicules de tourisme, hein, les véhicules utilitaires disposent toujours d'un bonus de 3 000 €. En fait, l'impact de la disparition de ce bonus n'est pas si énorme quand on regarde les choses en TCO. Alors le TCO, qu'est-ce que c'est? C'est le coût total de détention. C'est une notion qui est vraiment importante dans nos projets. C'est très souvent le point de bascule. C'est-à-dire que au lieu de regarder juste le coût de location ou le coût d'achat d'un véhicule, on va regarder son coût complet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, le bonus n'est pas forcément le déterminant dans cette histoire. Donc, mais par contre, en termes d'impact médiatique, c'est effectivement pas une bonne chose. Je pense que ça s'est fait de manière trop brutale. L'État accompagne par ailleurs les entreprises avec des mesures fiscales qui sont très intéressantes, donc c'est pas le sujet. Et du coup, le TCO, là, le coût total d'utilisation, donc le total cost of ownership, c'est vraiment pour vous l'argument massu, c'est-à-dire c'est ça qui vous aide, qui va vous aider à convaincre vos clients de passer à l'électrique. On le fait systématiquement parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de faire passer ce type de projet quand on met en avant des économies, et c'est vraiment le cas. Je vous donne un exemple. Si on bascule un véhicule, typiquement, on a énormément de flottes de commerciaux qui utilisent par exemple des SUV de moyenne gamme, type 3008 et équivalent. Quand on les bascule vers des véhicules 100% électriques, on fait des économies qui sont très souvent de l'ordre de 10 ou 15% facilement sur le coût total de détention. Ça représente des économies de l'ordre de 1 000 à 2 000 € par an par véhicule. Donc c'est vraiment significatif. Donc évidemment, c'est beaucoup plus encourageant une fois qu'on a mis ça en avant. C'est le fait, dans ces économies, on a quoi? On a évidemment moins de consommation, l'électricité, la consommation d'électricité est moins chère que la consommation d'essence, mais c'est aussi peut-être tout simplement la taxe sur le véhicule société qui n'existe pas sur les voitures électriques. Alors évidemment, c'est le coût de l'énergie en premier lieu, et je dis le coût de l'énergie, très souvent on réintègre aussi dedans le coût des infrastructures pour l'électrique, hein, pour montrer qu'il n'y a pas un biais de ce côté-là, parce que c'est des investissements qui sont parfois significatifs. C'est aussi le coût de la maintenance, hein, qui est diminué. Il y a évidemment la fiscalité aide beaucoup, ça c'est sûr. Il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux en dehors du bonus, etc. On a sur les avantages en nature, on a sur les amortissements non déductibles, donc c'est-à-dire qu'on va défiscaliser sur le résultat de l'entreprise avec les véhicules électriques. Enfin bref, la taxe, vous l'avez mentionné, c'est l'ancienne taxe sur les véhicules de société, etc. Voilà, tout était à l'avenant. Et c'est effectivement des mécanismes qui sont très incitatifs.
Vous dites que pour le moment, seul un véhicule sur 9 acheté par les entreprises est électrique, loin derrière les particuliers, parce que les particuliers, c'est quoi? C'est un véhicule sur 5 à peu près actuellement. Et il y a des lois pour ça qui contraignent les entreprises à renouveler progressivement leur flotte par des voitures électriques. Alors c'est l'objectif de la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, qui effectivement fixait jusqu'à l'horizon 2030 une part qui va en augmentant des renouvellements annuels des véhicules de l'entreprise qui doit être couverte avec des véhicules faible émission. Alors, faible émission aujourd'hui pour la loi sont à la fois des véhicules 100% électriques et des véhicules hybrides rechargeables, hydrogène le cas échéant. Elle est pour 2024, elle est de 20%, cette part de renouvellement obligatoire. Ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'énormément d'entreprises ne respectent pas cette obligation et il n'y a pas de sanctions en fait qui sont aujourd'hui en place pour encadrer ces obligations. D'accord. Donc effectivement, voilà, c'est le résultat est que on est globalement sur une pénétration des véhicules électriques qui est insuffisante au regard de ces objectifs. Alors, il y a un projet de renforcement de cette loi qui sera examiné à la fin du mois d'avril. On verra ce que ça donne avec potentiellement à la clé un cadre plus contraignant pour les entreprises. Vous travaillez sur quel type de véhicule? Quel est votre mix entre utilitaire et tourisme? On travaille effectivement sur les véhicules de tourisme, véhicules de fonction, véhicules société, vous savez, les véhicules de place, les véhicules utilitaires, et puis on a eu un certain nombre de réflexions aussi sur des projets poids lourds. Je dirais que globalement le plus gros des projets qu'on fait aujourd'hui, en tout cas la phase qui se concrétise le plus, c'est clairement sur les véhicules de tourisme, où on a un marché qui est quand même beaucoup plus mature, etc. Sur les véhicules utilitaires, ça arrive. On a des très beaux produits là qui arrivent ces derniers mois sur l'année 2024. Donc vraiment, et il y a une compatibilité qui est de plus en plus forte entre les usages utilitaires et puis les gammes qui sont disponibles sur le marché. Bon, on a développé nous une méthodologie spécifique justement pour démontrer sans réaliser de tests en conditions réelles que l'autonomie des véhicules utilitaires était compatible avec les usages, mais c'est vrai que voilà, pour les entreprises, c'est souvent quand même plus compliqué de réaliser cette bascule. Pour un commercial, par exemple, pour des flottes de voitures, pour des équipes de commerciaux qui font beaucoup de kilomètres dans la journée, qui sont souvent un petit peu dans le rush entre plusieurs rendez-vous, c'est pas un gros point de friction ça par rapport à vos clients. Est-ce que vous arrivez à convaincre un commercial qui vous dit ouais mais moi avec mon diesel j'ai 900 km d'autonomie et avec l'électrique je vais être obligé de m'arrêter toutes les 2 heures. Vous arrivez à les convaincre? C'est beaucoup de pédagogie, de la formation? Ça nécessite clairement un certain effort. C'est vrai que les flottes de commerciaux, c'est effectivement ce qu'on observe aussi, c'est souvent les plus gros rouleurs dans l'entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement les usages sont pas toujours ceux qui sont perçus, c'est-à-dire que un très gros kilométrage annuel ne veut pas forcément dire que on a un très fort kilométrage quotidien. Très souvent, le profil de ces équipes-là, sont des déplacements très fréquents, mais en fait, les gens qui traversent la France une ou plusieurs fois par semaine sont très rares. Et d'ailleurs, très souvent, la problématique sur ces profils-là est plus d'ordre organisationnel réellement que d'ordre énergétique. Donc voilà. Donc il faut arriver à faire comprendre ça, c'est qu'effectivement l'autonomie du véhicule va être suffisante pour effectuer sans recharge une proportion très élevée des déplacements. Et s'il y a recharge, c'est des recharges qui sont finalement assez courtes, qui très souvent peuvent se faire en temps masqué, etc. C'est vraiment ça le travail qu'on doit effectuer, aussi bien au niveau des équipes managériales que effectivement des équipes concernées. Vous avez vu récemment cette information qui disait que Tesla sortait une version société de la Model Y avec 2 places. Vous avez déjà de la demande sur ce type de voiture, par exemple? C'est qu'il y a un marché? Même avant l'annonce de Tesla, finalement, c'est une pratique assez commune de convertir des véhicules de tourisme en véhicules utilitaires.
Donc nous, c'est effectivement quelque chose qu'on utilise, et c'est vrai que même certains usages qui étaient couverts au préalable par un véhicule camionnette, de temps en temps, nous on les a basculés en véhicule de tourisme transformé de place, justement parce que l'autonomie est meilleure. Quand les capacités d'emport sont pas forcément le point saillant, ça marche très bien. Alors vous l'avez mentionné tout à l'heure rapidement, je trouve ça intéressant. Vous avez dit que vous pouviez aller éventuellement au-delà du fait de proposer la conversion des flottes en voitures électriques, mais aussi de proposer d'autres solutions de mobilité durable aux entreprises. Vous avez des exemples? Vous leur dites quoi? Vous leur dites de rouler en trottinette? Bon, ça c'est un peu la caricature, mais effectivement, il y a quand même, je pense que ce qui ressort, c'est qu'il y a une demande pour d'autres solutions de mobilité, y compris au sein des effectifs des collaborateurs. Le véhicule, je parle typiquement du véhicule de fonction. Le véhicule de fonction, c'est quand même globalement imposé comme une solution de rémunération qui est peu chargée en termes de charge sociale. Et finalement, dans certaines entreprises, continue à être attribué un peu par inertie, mais parfois en décalage avec les attentes des collaborateurs. Si je prends l'exemple de collaborateurs qui résident dans une grande agglomération comme Paris, par exemple, le véhicule ne va pas du tout résoudre leurs besoins de mobilité au quotidien. Ça va plutôt être un poids parce qu'ils vont devoir le stationner, etc., pour finalement l'utiliser quelques fois dans l'année. Donc voilà, potentiellement c'est une rémunération qui pourrait leur être attribuée sous une autre forme, avec des moyens qui répondent mieux à leur mobilité. Alors on a une solution par exemple aujourd'hui qui est très intéressante, c'est le crédit mobilité. C'est-à-dire que c'est un budget qui est alloué par l'entreprise aux collaborateurs pour sa mobilité. Le cadre fiscal n'est pas complètement encore stabilisé, mais globalement l'idée c'est de l'aligner sur la fiscalité du véhicule. Donc c'est très intéressant à la fois pour l'entreprise et le collaborateur. Très intéressant. Alors ma question était certes caricaturale, mais en fait on sait qu'aujourd'hui des entreprises incitent par exemple leurs collaborateurs, c'est pas forcément le même typologie de collaborateurs, mais des collaborateurs à venir sur le lieu de travail en vélo et les aident financièrement pour cela. Est-ce que ça fait partie de votre palette de propositions, de prestations? Complètement. Et puis j'ai mentionné tout à l'heure Odyssée, qui effectivement met en place des plans de mobilité employés en entreprise. Ça, c'est une obligation pour une majorité d'entreprises aujourd'hui, justement d'organiser, d'étudier et d'organiser la mobilité de leurs collaborateurs. Là, on dépasse le cadre des flottes. C'est vraiment la mobilité de l'ensemble des collaborateurs. Le point dur en général, c'est la mobilité domicile-travail. Et effectivement, ça nécessite une réflexion d'ensemble pour mettre en place des solutions qui soient harmonieuses, qui fonctionnent bien, éventuellement pour accompagner aussi les collaborateurs. Très souvent, en fait, le vélo possède un potentiel qui est parfois un peu sous-évalué aussi par les collaborateurs eux-mêmes. On n'est pas toujours conscient des trajets qu'on peut emprunter de manière sécurisée pour aller au travail. Et puis il faut aussi essayer, commencer par des utilisateurs qui vont être un peu des pilotes. Ça c'est vrai sur l'ensemble de toutes ces démarches. Commencer petit, et puis petit à petit, les autres, les coéquipiers se rendent compte que finalement ça marche au quotidien, etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre l'ensemble des équipes petit à petit. Très bien. Sébastien Pinault, j'ai une dernière question à vous poser que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Oui, absolument. Et effectivement, avec pas mal de kilomètres à mon actif, y compris les grandes vacances où on a effectué dans les dernières années beaucoup de kilomètres avec les enfants sur des très longues distances. Donc je peux témoigner que ça fonctionne. Et puis en plus, on est testeur aussi des solutions qu'on préconise, c'est-à-dire que on teste de nombreux véhicules qui sont mis sur le marché pour bien connaître leur spécificité technique. D'accord. Et puis être capable de les recommander, en connaissance de cause. Vous avez des accords un peu avec les constructeurs qui vous permettent de bénéficier de voitures du parc pour pouvoir les essayer et en faire éventuellement dans vos offres. Les essayer, et puis du coup on publie en général nos essais, donc je vous invite à nous suivre sur LinkedIn.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Blue Way, une société dont la mission est d'aider les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules par des véhicules électriques. Merci beaucoup. L'essai de la semaine. La bête est de retour et elle n'est pas là pour plaisanter. La nouvelle version de la Porsche Taycan, la berline sportive 100% électrique de Stuttgart, gagne en puissance et en autonomie tout en affûtant son châssis. Une grosse mise à jour dont chaque option vous coûtera à peu près un rein. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit notre essayeur maison, Maxime Fontanier. La Porsche Taycan bénéficie d'une cure de jouvence en 2024. Je vous avais déjà présenté les principales évolutions de ce modèle en statique. Et là, nous allons pouvoir essayer ce modèle 4S. Dans cette version 4S, la Porsche Taycan reçoit deux moteurs synchrone à aimant permanent qui offrent une puissance en pic de 598 chevaux et sont alimentés par une grosse batterie de 97 kWh. Batterie en option à plus de 5500 €. Côté dimension, cette nouvelle Porsche Taycan ne change pas, elle fait toujours 4,96 m de long pour 1,96 m de large. Alors attention, 1,96 m c'est avec les rétros rabattus et 1,38 m de haut. La garde au sol ne change pas, même si toutes les Taycan sont désormais équipées en série d'une suspension pneumatique. Mais notre modèle d'essai bénéficie, lui, des suspensions Active Ride System, c'est-à-dire des suspensions pneumatiques où chaque roue est indépendante. Donc là, vous voyez à l'ordinateur de bord, sur un parcours de 315 km, mais c'est de l'essai presse, donc c'est une consommation, on va dire, haute. Eh bien, on est à 27,6 kWh au 100. Donc avec 97 kWh de capacité nette, ça permet d'avoir quand même une bonne autonomie. Sur cette version 4S, le constructeur annonce 648 km selon les normes WLTP. Pour avoir la réalité avec les normes WLTP, en général, vous enlevez 30% sur autoroute et 20% en mixte. Alors le gros avantage de cette Taycan, c'est aussi sa vitesse de charge. Ça va jusqu'à 320 kW de puissance en pic en courant continu. Donc ça permet de faire des pleins de 10 à 80% en 18 minutes. C'est le record, toutes catégories confondues, même Tesla ne fait pas mieux, puisqu'on est sur une architecture en 800 volts. Donc ça, c'est le gros avantage de cette Taycan. Maintenant, si vous gardez la petite batterie, vous resterez à 270 kW. Les 320 sont réservés à la batterie performance. Nous voici à la fin de cet essai de cette Taycan 4S et il ne reste plus qu'à parler du tarif. Et on va être à 128 900 € sur cette version hors option. Parce que si on ajoute toutes les options que je vous ai citées au début en statique, on en a pour au moins 20 000 € supplémentaires. Donc c'est une Porsche, bien sûr, c'est toujours très cher, mais c'est surtout beaucoup plus cher que la Tesla Model S Plaid. Alors vous allez me dire, une Tesla, c'est pas une Porsche, c'est pas la même qualité de fabrication, c'est pas la même philosophie. Certes, maintenant, ça fait quand même un petit peu beaucoup, je trouve, au regard des prestations, même si elles sont excellentes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!